Tout de suite, votre émission avec Inextil Concept. Inextil Concept, imagine, fabrique et installe votre cuisine. Bonsoir, soyez les bienvenus dans un nouveau numéro du Club de la Presse. C'est le premier club du mois de juin et il n'y aura qu'un seul thème au menu des chroniqueurs. Ce sera le FC Metz, puisque vous le savez sans doute, le FC Metz a battu Bastia 3-2 et normalement devrait retrouver la Ligue 1 à 95%. On dit un pied, 4 orteils et demi normalement en Ligue 1. Pour en parler aujourd'hui, pour parler de cette belle saison, Claude Bellet, journaliste essayiste. Bonsoir Claude. Bonsoir Jérôme, bonsoir. Vous aurez l'occasion aussi de nous rappeler votre parcours professionnel qui vous a amené à commenter un certain nombre de matchs de football dans votre carrière. C'est vrai. À vos côtés, Rémi Alésine. Bonsoir Rémi. Bonsoir à tous. L'ami hebdo. En face, Frédéric Schnur, Toumès. Frédéric, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. C'est le clan des chemises blanches. À vos côtés, Dorian. Bonsoir Dorian. Bonsoir Jérôme. Le visage est connu pour ceux qui connaissent Dorian, mais c'est surtout la voix, puisque c'est une des voix du football et une des voix de Direct FM. Ça me fait extrêmement plaisir de vous recevoir. Vous connaissez sans doute le concept de cette émission. Il y a les coups de gueule ou les coups de cœur des chroniqueurs. C'est parti. Je commence avec vous, Claude, sur cette saison, pas forcément sur le dernier match Metz-Bastia, mais en relation avec le FC Metz. Précisément pas pour le dernier match, mais pour toute la saison. Moi, mon coup de cœur, il va pour Mathieu Hudol, le capitaine des Grenats, qui a joué tous les matchs du championnat, ce qui est déjà assez rare, ce qui prouve aussi qu'il a de la réussite, parce que faire une saison entière sans blessure, sans pépin, donc c'est un coup de cœur, un gros coup de cœur, et je pense qu'il a largement contribué, si Metz monte en Ligue 1, à cette ascension. Le coup de gueule, c'est un mauvais souvenir. C'est le match contre Guingamp, avec l'absence de contrôle de nerfs de certains joueurs, gardien de but notamment. Voilà. Donc, il y a, mais globalement, la première partie de la saison, il faut bien le dire, a été décevante. Enfin, je veux dire, on a laissé des points ici à Saint-Symphorien contre des équipes contre lesquelles on devait largement gagner, mais la deuxième partie du championnat a été exceptionnelle. C'est rare de voir un club en Ligue 1 ou en Ligue 2 qui termine la saison avec 25 matchs consécutifs sans défaite. Enfin, je veux dire, c'est quand même 19 victoires, 6 nuls. Même le PSG en Ligue 1 n'y arrive pas. Bravo. Donc voilà. Donc c'est quand même plutôt les coups de cœur qui l'emportent. Vous êtes d'accord avec ça, Rémi, sur le coup de gueule, sur la première partie de saison ratée? C'est vrai que si jamais la première partie de saison avait été un tout petit peu meilleure, on se friserait les moustaches aujourd'hui. On ne se poserait même pas de questions, Metz serait champion. Oui, mais cette première partie de saison ratée, elle donne plus de charme encore à cette deuxième partie de saison. Parce qu'on n'y croyait plus. Il y a eu en novembre un FC Metz qui ne gagnait plus, qui était plutôt moribond. Il y a eu deux petites victoires juste avant la Coupe du Monde contre Saint-Etienne et le Paris FC. C'était pas des matchs super séduisants, mais bon, ça a empêché en tout cas le club d'être trop bas pendant cette période de Coupe du Monde en décembre. Et puis, la reconquête. Janvier, février, mars, c'est Metz qui grappille des petits points, qui voit Bordeaux qui ne faiblit pas vraiment, et l'avant-dernière journée, Bordeaux qui tombe, on ne sait pas comment, à Annecy, et Metz qui passe devant, et ça donne encore plus de charme, finalement, ce parcours super chaotique à cette équipe qui n'est partie de pas grand-chose pour réussir à remonter en Ligue 1. Oui, pas que Bordeaux. Ce qui a été aussi surprenant dans cette fin de championnat, c'est l'écroulement de Sochaux. Parce qu'on était au coude à coude avec Sochaux. C'était Bordeaux, Metz et Sochaux. Et tout d'un coup, Sochaux a disparu des radars. Ça me rappelle la saison précédente en Ligue 1, où on était au coude à coude avec Lens et nous n'avions pas réussi à tenir sur la distance. Et Lens avait fait une deuxième partie de saison et surtout une fin de championnat en boulet canon. Un coup de gueule ou un coup de cœur, Rémi, sur l'ensemble de la saison, ou les deux peut-être? Allez, c'est jour de fête. On peut faire les deux, mais un gros coup de cœur sur l'identité de cette équipe. Ça rejoint un peu le coup de cœur de Claude, Mathieu Hudol, et l'identité Grenat qui est vraiment dans cette équipe-là, la formation qui est retrouvée aussi. On a différentes stratégies, parfois elles sont payantes. Antonetti, quand il est remonté en Ligue 1, elle était payante sa stratégie, et parce qu'il a fait venir des joueurs qui correspondaient au profil qu'il voulait, il a réussi à bâtir une équipe qui a marché sur la Ligue 2. Là, on avait une équipe
avec moins de joueurs qui venaient de l'extérieur, les finances étaient beaucoup plus compliquées. On a un entraîneur qui a su faire émerger des jeunes qu'on n'attendait pas forcément, et des jeunes qui viennent du centre de formation. On n'attendait pas forcément les jeunes ou l'entraîneur? D'une part, l'entraîneur, on pouvait être sceptique. Parce qu'il y a quand même beaucoup de scepticisme. Quand on voit arriver, alors Bologna, déjà, d'une part, son passif quand même nancéen. Bon, Jérôme c'est de quoi je parle. Je sais. On a déjà un a priori sur cet entraîneur. L'âge aussi de Bologna, on pensait peut-être qu'il avait arrêté d'entraîner des clubs de foot. Et puis finalement, il a fait un super boulot avec un effectif qui était peut-être pas le meilleur, en tout cas sur la densité de ce championnat de Ligue 2, mais qui finit quasiment en Ligue 1. Je dis quasiment parce que mon coup de gueule, c'est qu'aujourd'hui, on aimerait être 100% content, 100% heureux d'être en Ligue 1. Et qu'on ne l'est pas forcément parce que la fête elle est un petit peu gâchée par ce scénario à Bordeaux qui dépasse largement le foot, parce que quand vous avez quelqu'un qui gâche toute la fête en venant sur le terrain pour en découdre avec un buteur de l'équipe adverse, c'est qu'il y a forcément un gros problème. Mais en tout cas, à Metz, on attend, on est suspendu à une décision qui devrait être favorable au FC Metz. On ne voit pas comment sportivement ce FC Metz ne pourrait pas monter, et comment Bordeaux pourrait chipper de sa seconde place. Voilà, mais mon coup de gueule il est là, c'est qu'aujourd'hui on devrait être tous en train de faire la fête, parce que la fête à Metz elle est formidable, parce que cette équipe elle donne envie d'être aimée, parce qu'il y avait 26 000 personnes à Saint-Symphorien qui ont mis une super ambiance aujourd'hui, mais il y a ce petit détail qui fait qu'on ne peut pas complètement faire la fête. Ça, c'est le coup de gueule de Rémi Alizine. Dorian, je reviens juste sur cette fin de saison. Même un scénariste le plus talentueux, que ce soit sur ce qui s'est passé sur la dernière journée ou sur les 4 ou 5 dernières journées, même quelqu'un avec une bonne dose d'imagination n'aurait pas pensé à quelque chose comme ça. C'est-à-dire que Bordeaux s'écroule, même le Havre a failli s'écrouler, et puis au dernier match, alors que Bordeaux est à la maison, il y a cet incident. C'est quand même incroyable quand même de ce qui se passe là en quelques journées. Ah oui, c'est extraordinaire ce qui est arrivé là à l'équipe du FC Metz, que ce soit pour le haut ou le bas de tableau. C'est vrai que personne n'aurait imaginé que ça allait se batailler jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière seconde, et c'est vrai que le tournant là, c'est cette défaite de Bordeaux à Annecy, la victoire conjuguée de Metz à Sochaux. Merci qui là pour cette victoire? Vincent Pajot. Voilà, merci Vincent Pajot. L'ancien joueur du FC Metz. À qui on s'était demandé, mais que va-t-il faire là-bas? Voilà ce qu'il est allé faire. Oui, il était rejoint d'un entraîneur qu'il avait bien connu à Boulogne-sur-Mer il y a quelques saisons. Et voilà. Moi, je voudrais rebondir sur ce qu'avait dit Rémi concernant l'entraîneur qui a 70 ans. C'est vrai qu'il y a des gens qui étaient sceptiques, mais je pense que l'âge n'a rien à voir, parce que tout le monde faisait les éloges d'Omar Daf en début de saison à Dijon, que c'était un entraîneur extraordinaire, qui avait des méthodes d'entraînement qui étaient bien, un management qui était exceptionnel. Puis au bout de 3-4 défaites, on avait lu des déclarations des joueurs qui avaient pourri l'entraîneur. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je pense que ce qui est important, c'est l'alchimie qu'il y a entre le staff technique et son groupe. Et je pense que Bologna, pour moi, c'est mon coup de cœur, parce que c'est vrai que ça soit la presse, le public, il n'est pas arrivé avec le tapis rouge déployé à Saint-Symphorien. Alors, un coup de cœur ou un coup de gueule? Mon coup de cœur, c'est comment ça s'appelle? C'est Laszlo Bologna, et mon coup de gueule, c'est sur les points qu'on a perdus contre Guingamp et Laval en début de saison, sur des joueurs qui ont pris des cartons rouges et qui voulaient quitter le FC Metz. On peut se poser la question si ça n'avait pas été fait exprès, le carton rouge de Kouyaté face à Guingamp, et puis le carton rouge de 111 à Laval. Metz mène 3-1, il rentre à la 80e, je crois, et à la 90e, il se fait expulser. Bon, est-ce que ça n'a pas été voulu de sa part? Ça, c'est mon coup de gueule, c'est ces joueurs-là qui ont planté pour moi ce début de saison, comme vous disiez tout à l'heure. Là. Les joueurs qui sont qui se sont mis au-dessus de l'institution. Exactement, c'est exactement ça. Qui ont voulu être un peu perso. Et puis ils ont eu gain de cause, parce que tous les deux sont partis. Oui, rappelez-vous quand même, un instant, on revient, j'ai l'impression d'être dans le Graulimac, mais rappelons-nous à l'instant, quand Kouyaté et 111 sèment la zizanie dans le vestiaire, on attend de la fermeté, il n'y en a pas forcément, on les laisse partir. Je me rappelle quand même qu'il y a eu les médias étaient un peu sceptiques sur le fait que Driussi, Bologna tiennent les troupes. Mais c'est impossible ça, Jérôme, je pense. Si un joueur veut partir, il partira. Les clubs peuvent faire ce qu'ils veulent. Si le joueur a décidé de partir, il partira. Alors, il y a quelque chose qui me chiffonne, c'est quand même, ça s'appelle le contrat. Ouais. Mais dans le foot, on est dans un milieu à part, Jérôme, vous le savez très bien. Regardez, l'entraîneur de Marseille, il est encore sous contrat, il a dit qu'il partirait de Marseille. Tout se négocie. Voilà. Et puis ça arrange tout le monde, ça arrange souvent les clubs que les joueurs portent aussi avant la fin du contrat, parce qu'un joueur qui va au bout de son contrat, généralement c'est un joueur qui part gratuitement, donc les clubs aussi recherchent cet état de fait. Donc on est dans une situation qui n'est pas très claire, et effectivement, un contrat dans le monde du foot, c'est pas la même valeur qu'un contrat de travail dans le monde du travail normal, j'ai envie de dire. Frédéric Schnur, vous avez un coup de cœur
qui nous ramène 20 ans en arrière. Racontez-nous un peu cette anecdote. 20 ans quasiment jour pour jour. 2003, on est sur la première descente, enfin en tout cas la première remontée finalement en Ligue 1. À cet âge-là, je n'étais pas né en fait il y a 20 ans, enfin presque, et donc je fais partie d'une association qui s'appelle MyArt à cette époque-là, et j'en fais encore partie d'ailleurs, et on est, il y a plusieurs personnes qui sont dans les tribunes, et j'en fais partie. Et puis, on entend ma voix beugler, c'est parce que je pense qu'il n'y a pas d'autres termes derrière sur cette image. Et en fait, on revit 20 ans après cette image d'une remontée où j'étais cadreur, on va dire, sur ce coup-là. Ça bouge un peu. Hein. Oui, c'est voilà. Parce qu'en fait, je suis dans le flux. En fait, je suis dans le flux et la position fait que j'entre sur le terrain. Il n'y a rien de bon. Il y a de l'émotion et c'est surtout en fait ce que je retiens. C'est déjà Guingamp. C'était Guignon. Le FC Guignon. Oui, d'Albert Cartier. Tout à fait. Ah, oui. Mais c'est surtout l'émotion. Et là, vous voyez, c'est des belles images. Et en fait, ces gens-là qu'on voit, ils ont 20 ans de plus. Ils étaient en tribune probablement ce soir pour une partie ou devant leur télé. Là, on voit ce gamin qui il est au milieu de la pelouse. On voit nos légendes, la chenille, etc. C'est une histoire d'un club qui se déroule sur sa pelouse. C'est des enfants, c'est des parents, c'est de l'émotion. Et moi, je crois que c'est ça, en fait, derrière. C'est que ce soir, comme il y a 20 ans, regardez-moi ce gamin. Aujourd'hui, il doit avoir pas loin d'une trentaine d'années. Et cette émotion, elle se revit à chaque fois. Et malgré tout, on a beau gueuler, on est en Ligue 2. Et puis quand on passe, il y a tout le temps cette émotion-là. Il n'y a que le foot qui apporte ça, j'ai l'impression. Il y a que le sport, en tout cas. On voit d'ailleurs Grégory Leca, un certain Signorino là. Mario Espartero derrière. C'est marrant que tu parles de cette saison parce que pour moi, c'est celle qui ressemble le plus à la saison actuelle. Oui. Pourquoi ? J'allais dire. Parce que d'une part, parce qu'on a aussi beaucoup de joueurs du centre de formation, tu viens d'en citer dans cette équipe-là. Tout à fait. Et on a une équipe qui, lors de la dernière journée, devait gagner. Ce match contre Guignon, il faut le gagner. Il est très vite bouclé, je crois qu'il y a 2-0 au bout de 15-20 minutes. Promo met un penalty. Je m'en souviens très bien parce que j'étais dans les tribunes et je dois être un des gamins qui est sur la pelouse aussi également parce que je suis entré sur ce stade-là. Et ce match m'a marqué. Et il montre aussi qu'au FC Metz, t'es pas obligé de revivre les anciennes gloires des années 80, le match contre Barcelone, les Coupes de France de 84, de 88. T'es pas obligé de revivre 98, c'est-à-dire d'être presque champion de France. Mais même une montée de Ligue 2 en Ligue 1, c'est un instant qui peut être magique. Ouais. Il faut savoir le traumatisme que c'était en 2002 quand ce club descend pour des vieux supporters, pour des gens comme mon père qui avaient toujours vu ce club en Ligue 1 et qui le voyaient s'effondrer. Et des jeunes comme moi se sont pris aussi d'amour pour cette équipe qui est remontée et se sont mis à être affectés à chaque fois par chaque descente, enthousiasmés par chaque montée. Alors à chaque fois un scénario différent, mais je suis content que tu remontes ces images-là parce que cette saison-là, elle ressemble trait pour trait presque à celle d'aujourd'hui. Dorian. C'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes et moi je m'en rappelle très bien parce que c'est mes premières années où j'ai pu commenter les matchs à Direct FM et c'est l'arrivée en 2002 d'un nouvel entraîneur, Jean Fernandez. Oui. Et il faut subir la descente et il y a plusieurs joueurs qu'on a mis dans le loft, des Frédéric Mérieux, des Gérald Baticle, des Geoffrey Toys, des David Régis et l'entraîneur Jean Fernandez a dû composer avec de nouveaux joueurs issus du centre de formation. On a vu Franck Signorino qui avait joué quelques mois auparavant avec Gilbert Grèce, mais voilà, il y a Stéphane Morisot, Sylvain Marchal, on a vu Grégory Leca, et la saison à un moment il y a eu un trou aussi dans cette saison 2002-2003 où Metz, je me rappelle parce que je l'avais commenté, avait perdu à Valence qui venait de monter de Détroit à l'époque en deuxième division et Metz perd 1-0 là-bas et je me rappellerai très bien parce que les murs des vestiaires étaient vraiment pas épais et je peux vous dire qu'à la fin du match Jean Fernandez il a poussé une gueulante qui était exceptionnel. Les joueurs sont rentrés en bus de Valence jusqu'à Metz et après il y a eu une série qui a commencé face à Créteil, ils ont gagné 4-0 contre Créteil et puis la machine s'est mise en route et puis l'arrivée de Mamadou Niang en provenance de Troyes à Noël qui a fait une deuxième partie de saison extraordinaire avec Emmanuel Adebayor. Voilà, c'était donc le coup de cœur de Frédéric Schnur. Un coup de gueule rapidement ou pas du tout sur cette saison? Je pense que j'aurais pu j'ai entendu des choses qui m'ont perturbé. Moi j'étais pendant ce match, j'étais en ville et j'entendais des supporters qui étaient en train de vomir sur l'AS Nancy-Lorraine. Ça m'a embêté parce que je pense qu'on est là pour fêter le FC Metz et je pense qu'on n'aimerait pas vivre ce que vivent actuellement les Nancéens et c'est dommage. Alors je trouve ça dommage de se caractériser par rapport à un autre club. Ce soir c'était Metz et la fête était là et puis c'est beaucoup mieux de regarder vers l'avant.
C'est vrai que c'est mieux de regarder vers l'avant. Alors c'est avant, c'est la Ligue 1. Parlons de la Ligue 1. Une question peut-être un peu piquante, un peu comme le chardon, que connaissaient bien les Nancéens. Une question piquante, la Ligue 1, pourquoi faire ? Puisque cela fait quand même, vous êtes beaucoup plus spécialiste que moi de ce club-là, ça fait quand même un certain nombre d'années que l'ascenseur est là, et maintenant avec les installations dans lesquelles d'ailleurs Moselle TV est, le centre de formation, qui sont celles du FC Metz, il faut rester. C'est quasiment un club presque de milieu de tableau, voire haut de tableau, et qui pourrait jouer une Coupe d'Europe. Alors peut-être pas la Ligue des Champions, mais vu les installations. Ouais, mais oui, les équipements. Les équipements, mais c'est pas les équipements qui jouent au foot. Je sais bien. On est d'accord, les équipements. C'est un investissement les équipements sont merveilleux. Le Stade Saint-Symphorien aujourd'hui est un stade certainement un des plus bels outils de France, en tout cas même de Ligue 1. Frescati, ça ressemble à pas grand-chose qu'on a pu voir de comparable en Ligue 1 ou en Ligue 2 aujourd'hui. Mais l'effectif d'aujourd'hui, il est peut-être un peu tôt pour en parler. Il n'est pas du tout compétitif pour la Ligue 1. Il était déjà pas vraiment dense pour la Ligue 2. Moi, j'en ai beaucoup parlé dans Graouli Mag. Heureusement, il n'y a pas eu beaucoup de manque de profondeur de banc, comme disent les spécialistes. Il n'y a pas beaucoup de profondeur de banc. Voilà, les finances sont ce qu'elles sont, mais pour la Ligue 1, c'est beaucoup trop maigre. Quel est le budget aujourd'hui du FC Metz ? 25 millions, entre 25 et 30 millions d'euros. Oui. D'accord, alors j'ai regardé les budgets prévisionnels puisque les clubs les défendent en fin de saison. Bon, on passera le PSG, 700 millions d'euros. L'OM 250, Lyon 250, Reims 70. Monaco 240. Oui, Monaco 240, oui. Reims 70 et Strasbourg 45. J'ai pris volontairement les deux derniers puisque ce seront les clubs grands régionaux de l'Est que nous allons rencontrer. Il n'y a qu'un club en Ligue 1 actuellement qui est Ajaccio, qui a un budget légèrement inférieur à celui du FC Metz aujourd'hui, autour de 23-24 millions d'euros. C'est tout Ajaccio. C'est tout de même Tous les autres ont naturellement des budgets supérieurs à celui du budget de Metz actuellement. Un budget naturellement qu'il faudra augmenter, il ne faut pas se cacher. La Ligue 1. Il va falloir trouver de l'argent. Il faudra faire des choix. On en parlera peut-être tout à l'heure. Moi, j'ai quelques idées. Même si on va en parler. Même si c'est pas ma spécialité, que les professionnels sont sans doute plus. J'ai quand même quelques idées. On y revient. La Ligue 1 a 18 clubs l'année prochaine. Donc quand je dis pourquoi faire, c'est ça surtout. Parce que ça va être déjà très dense. Oui, déjà financièrement, quand vous remontez en Ligue 1, vous savez que vous allez encore pérenniser le club pour quelques saisons parce que vous allez récupérer les droits TV. Oui. Et comme vous le disiez, Jérôme, l'année prochaine, c'est une Ligue 1 à 18 clubs, ce qui signifie que les deux derniers vont descendre et il y aura le barrage pour le 16e. Et quand vous voyez le niveau que va avoir la Ligue 2 la saison prochaine, avec les 4 clubs de Ligue 1 qui vont descendre, il y aura encore Sochaux, il y aura Bordeaux, il y aura Saint-Étienne, il y aura le Stade Malherbe de Caen. Voilà, la Ligue 2, elle va être vraiment costaud. On peut même parler de 3 aussi, enfin vous avez parlé des clubs qui descendent. Oui, donc, Et vous parliez également de l'effectif, et j'ai bien peur que l'effectif soit amoindri avec le départ de Georges Mikotadze, avec la saison extraordinaire qu'il fait. 23 buts, c'est ça ? 23 buts, passe décisive, il est jeune, il est international géorgien. Voilà, je crois que la meilleure solution pour le FC Metz, ce serait de le vendre, mais qu'ils arrivent à se le faire prêter dans la foulée une saison en Ligue 1 comme ils avaient fait il y a quelques saisons avec visiblement, ça n'est pas du jeune tout Sénégalais, je crois, non ? Ça n'est pas du tout l'envie, pour avoir tendu l'oreille dans une autre émission spécialisée de foot, Pierre Dréoussi le disait, ça n'est pas du tout l'option qu'il prendrait. Soit il est vendu, soit il n'est pas vendu, mais on ne recommencera pas ce qui a été fait par le passé avec d'autres joueurs. La Ligue 1, pourquoi faire ? Alors, la Ligue 1, pourquoi faire ? La Ligue 1 pour s'y réinstaller. Et le projet de Bernard Serin, c'était et d'ailleurs, c'est heureux qu'on remonte immédiatement, une nouvelle fois, qu'on fasse cet ascenseur, mais il faut qu'on s'y installe, même si c'est pour plusieurs années, dans un milieu de tableau, pas forcément super heureux, de manière à construire maintenant une équipe avec des joueurs, redonner de l'envie, de l'attractivité au club. Et au-delà de ça, en fait, il y a effectivement cette notion de budget, mais il y a aussi une notion d'état d'esprit. On a vu des équipes s'en sortir très bien avec un état d'esprit supérieur à d'autres qui avaient des budgets bien supérieurs. Donc je pense que la Ligue 1, c'est important aussi pour pouvoir réinstaller ce club, là où, en tout cas, et c'est logique, en Moselle, on le voit naturellement, c'est-à-dire en Ligue 1, mais à un moment ou à un autre, ça reste un phare sportif, ça reste un phare d'attractivité. On parle de Metz généralement parce qu'il y a le FC Metz, parce que Saint-Symphorien, et puis parce que il y a toutes ces personnes dans leur cuisine, dans leur garage, qui sont peut-être pas forcément au stade, mais qui pensent au FC Metz et qui les traitent de chèvres à la moindre passe ratée, mais qui sont très très heureux quand on reste dans l'élite. Ce qui aurait été intéressant, c'est de faire un sondage lors de la dernière journée pour le match Metz-Bastia de ceux qui n'y croyaient pas
à mi-parcours et qui se sont enthousiasmés. Oui, je pense que là, ils ont réussi à retourner une grande partie du public. Claude, vous nous disiez avoir des idées pour le budget. Je pense qu'il faut un peu changer de logiciel et que maintenant les investissements sont faits. On les a fait dans les équipes, plus gros, les équipes. Oui, mais justement, l'essentiel, à mon sens, on devrait marquer une pause sur ce plan des investissements en termes de centres de formation, en termes de locaux, en termes de stades, etc. et mettre une plus grosse part du budget dans le recrutement. Le recrutement doit être maintenant le souci essentiel des dirigeants du FC Metz. Ça passe naturellement par une augmentation du budget. Donc ça veut dire que le président Serin va devoir sans doute faire un effort, mais je crois qu'il a aussi besoin d'être aidé. Et je pense que des collectivités comme la ville de Metz, comme l'Eurométropole, c'est comme ça qu'on appelle maintenant la Metz Métropole, je pense qu'on doit attendre de ces collectivités une participation financière plus importante. Claude, vous savez bien que ça ne passe plus. Si, mais ça, pourquoi pas? Mais pourquoi pas dans un conseil municipal ou un conseil métropolitain, je vois mal François Grandier dire je vais faire un chèque. Ça se construit. Moi, je pense qu'une subvention d'une collectivité, ça peut marcher dans une D2 de handball aujourd'hui, mais pas dans une Ligue 1 de football. On est sur des sommes qui sont trop conséquentes. En tout cas, il faut trouver de l'argent. Il faut trouver de l'argent. Et je pense qu'une des sources possibles, moi, à mon avis, c'est que si on s'y prend bien, et si on arrive à convaincre, à expliquer, et que les politiques, à leur tour, arrivent à expliquer à leurs concitoyens pourquoi on le fait, voilà. Donc je pense, là, il y a une première part d'argent à trouver, et surtout, il faut inverser complètement les logiques. Les équipements, les belles structures, c'est bien, on a ce qu'il faut, et maintenant, il faut mettre le paquet sur le recrutement. Il faut des joueurs, 3 ou 4, un par ligne au minimum, qui soient des références, qui soient des joueurs de grande qualité, même s'ils ne sont pas forcément en début de carrière. On peut trouver peut-être faire des affaires, mais en tout cas, c'est sur le terrain que ça se joue. Oui. Laszlo Boleni, ok, tous les entraîneurs du monde, ok, c'est les joueurs qui font le club et qui le font gagner ou pas. De toute façon, depuis quelques journées, le FC Metz est redevenu séduisant et je ne doute pas que les agents vont retrouver le numéro de téléphone de Pierre Dréoussi, de Bernard Serin. Sur ce côté, les joueurs, pas au détriment, mais maintenant que le stade et le centre de formation sont plus ou moins achevés, mettons les moyens sur le terrain. Il faut construire une équipe, ça se construit sur plusieurs années avec des joueurs qui restent, qu'on ne vend pas à chaque fois, qu'on essaie de faire fructifier encore un petit peu, avec un état d'esprit qui est retrouvé, avec peut-être de nouvelles provenances de joueurs, avec des lignées, si j'aurais tendance à dire. Par contre, si vous me permettez, Jérôme, sur le budget, je crois que... alors peut-être qu'on peut partir sur une subvention, fût-elle même légèrement augmentée. La subvention sera donnée à l'association. Elle ne peut pas être donnée au club. Moi, je crois qu'en fait, c'est surtout... Pour le centre de formation... surtout les entreprises. En dehors des investisseurs institutionnels, que seraient par exemple les collectivités, il peut y avoir un nouvel entrant, un partenaire, quelque chose qui apporte. En tout cas, c'est ça le problème. Il faut comprendre que le FC Metz, pour les entreprises locales, est un outil. C'est un outil d'attractivité pour celles qui s'exportent, entre guillemets, au-delà de la Moselle. On parle de dizaines de millions d'euros, donc il y a très peu d'entreprises qui sont capables de mettre ça sur la table. Les entreprises, si elles se massent aujourd'hui, je ne sais pas combien on a de partenaires privés, mais si on augmente encore ce partenariat, qu'on les pérennise, on pérennise aussi quelque part tout le monde qui est derrière ce club. Et ce soutien-là, il participe dans l'équipe aussi à la fusion du joueur avec le public, avec les partenaires, au fait qu'on écrive une histoire. Et en fait, tout ça, c'est une alchimie qui est très particulière, qui n'est pas forcément facile à monter, mais elle ne se fait pas sans des partenaires privés qui, eux, sont une autre pérennité qu'une espèce d'alternance politique qui, elle, peut poser problème. Et on l'a vu avec Moselle Open, et on l'a vu avec d'autres encore. C'est une subvention, c'est toujours un vote. Et la saison du FC Metz, elle se joue maintenant, la saison prochaine. C'est là maintenant qu'il faudra bien recruter et être prêt le jour J. Alors moi, si j'ai un conseil à donner aux dirigeants du FC Metz, c'est pas de recruter des joueurs qui descendent, là, qui sont dans les 4 derniers de Ligue 1, qui vont retrouver la Ligue 2. Il y a toujours des chats noirs, vous voyez, dans ça. Et Giroud disait la même chose. Il voulait jamais recruter un joueur qui descendait avec un club de Ligue 1 en Ligue 2. Voilà. Metz, ils l'ont fait quelques fois, on a des exemples.
je leur conseille de ne pas faire ça. Vaut mieux prendre un bon joueur de Ligue 2 qui est sur une bonne dynamique que de prendre un joueur de Ligue 1 qui vient descendre. Dans une bonne équipe Comment de Ligue 1. Pardon Un joueur qui joue très peu dans une bonne équipe de Ligue 1, mais qui arrive aussi de bonnes affaires, qui peuvent venir se relancer à Metz, qui sont en perte de vitesse. On en a vu pas mal aussi des joueurs comme ça, qui, très récemment, Cheikh Diabaté en 2015, qui était venu faire une demi-saison à Metz, qui était en perte de vitesse à Bordeaux, et il avait largement aidé le club à se maintenir à ce moment-là. Il y a des bonnes idées à avoir. Maintenant, il faut s'inspirer aussi de ce qui se fait ailleurs. Claude a parlé du Stade de Reims tout à l'heure, 70 millions d'euros de budget. Ils l'ont construit ce budget-là. Il y a 6-7 ans, le Stade de Reims, c'était Ligue 2, Ligue 1, plutôt Ligue 2 que Ligue 1 d'ailleurs, avec un budget qui n'était pas faramineux. Ils ont su avoir des bonnes idées, ils ont su trouver les bons scouts, c'est-à-dire les gens qui vont chercher les joueurs, qu'ils arrivent après à revendre à des prix intéressants, en les gardant au moins 2-3 saisons, c'est-à-dire pour qu'ils restent compétitifs dans le club, et pas qu'ils soient, on l'a trop souvent vu au FC Metz. Oui, et qu'ils prennent au de la FC Metz, valeur. parfois ça a été 6 mois. 6 mois à Metz de très haut niveau, et puis le joueur part par ailleurs. Voilà. Donc, il est temps d'avoir des bonnes idées. Effectivement, les équipements sont là. On ne va pas investir maintenant sur autre chose. On a un magnifique stade qui est toujours en développement, mais qui est en financement. On a un magnifique centre d'entraînement. Et c'est vrai, c'est attractif aussi pour des joueurs également, parce qu'il faut voir les structures qu'il y avait avant. La tribune sud, elle faisait peur. Vous veniez visiter la tribune sud à Metz et le centre d'entraînement qui était derrière. Avec le terrain rouge. Vous demandiez vraiment si vous alliez jouer en première division en France. Voilà. Maintenant, c'est pas le cas. Maintenant, c'est un exemple. Si vous êtes un joueur de haut niveau, que vous voulez jouer en France dans un club de haut niveau, les structures de Metz, elles sont idéales. Donc, ça fait partie aussi du pouvoir d'attractivité du club. Et ça, on va marquer une pause sur ce plan-là. On a bien compris. Et faire des efforts ailleurs. Il y a le centre de formation aussi qui est en train d'être Ouais, structuré depuis quelques saisons avec le retour de Francis de Tadeo. Il y a d'anciens joueurs professionnels qui ont intégré et qui reviennent. Et d'après nos infos, il y a toi Philou Maoulida qui n'est pas loin, qui va rejoindre le centre de formation du FC Metz. Je vous propose de voir le dessin de Lindingre sur ce club de la presse spécial FC Metz. Lui aussi est parti du fait que Metz se paie un billet pour la Ligue 1 avec la bouteille de champagne. Alors je ne sais pas qui sont les joueurs. Lindingre, il faudra que je lui demande. C'est pas très ressemblant. Yann, il faudra travailler ça pour la saison prochaine. Et promis, on ne se déplacera pas en jet. Voilà un petit message à destination de ceux qui trouvent que les footballeurs en font trop parfois, c'est ceux du PSG surtout. Mais sinon, ceux de FC Metz, on a bien compris qu'ils prennent le bus pour aller jusqu'à Valence. Merci. Ça, c'était il y a 20 ans. C'était il y a 20 ans. C'était il y a 20 ans. Merci Dorian, ça m'a fait plaisir. Rémi aussi de vous recevoir. Vous êtes les bienvenus pour la saison prochaine. Merci aussi Frédéric Schnur et Claude Bellet. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse qui sera un peu plus éclectique. Bonne soirée, bonne semaine. C'était votre émission avec Inextil Concept. Inextil Concept, imagine, fabrique et installe votre cuisine.